Eh bien, sur ce schéma, ce serait intéressant donc d'avoir d'y joindre les quelques lumières que l'on a sur l'histoire du zéro, qui, avec le 1, le 2, le 9, écrit en chiffres arabes, fait précisément, écrit à la façon arabe, fait ce qu'on appelle la catégorie du chiffre. Par d'autres voies, nous avons déjà approché, suivi comment se rapprocher la question du père avec ce chiffre, avec l'anneau, voire le vide, le rien. Enfin, comment cet anneau filait l'histoire par les fils. Sur le chiffre, nous serons heureux d'apprendre quelque chose, que par exemple, si le nombre était acquis en Grèce, c'est-à-dire l'unité et les nombres suivants, le zéro, appelons-le le chiffre, n'était donc pas acquis, n'était pas connu. Tout au moins par les disciples de Platon, et Platon ne prétend pas leur enseigner quoi que ce soit là-dessus. Eh bien, presque 2000 ans après, mettons que nous soyons dans l'an 1000, ici, entre Jésus-Christ et la Renaissance, mettons ici l'an 1000 comme exemple, eh bien en l'an 1000, on ne connaissait toujours pas le chiffre, tout au moins en Europe. L'histoire d'une grande invention, c'est le titre du livre de M. Ifra. C'est une petite anecdote que l'on peut en extraire. On raconte qu'un riche marchand du Moyen-Âge, suffisamment enrichi pour faire donner une instruction commerciale à son fils, alla un jour consulter un éminent spécialiste pour savoir à quelle institution il fallait confier le jeune homme. La réponse du professionnel semblera certainement renversante pour l'homme moyen du XXe siècle. Il lui dit: si vous voulez vous contenter de lui faire apprendre la pratique des additions et des soustractions, n'importe quelle université allemande ou française fera l'affaire. En revanche, si vous tenez à pousser son instruction jusqu'à la multiplication ou la division, si tant est qu'il en soit capable, alors il vous faudra l'envoyer dans les écoles italiennes. C'est dire l'état au Moyen-Âge que l'on concevait, que l'on avait acquis de l'arithmétique. Sans doute, ce fils du riche marchand aurait appris l'addition, la multiplication, étant en Allemagne ou en France, voire en Italie, la multiplication sans se servir, sans connaître le zéro. On ne calculait qu'avec les nombres, voire les jetons, les pièces, sur la bac. On n'écrivait pas les opérations. Comment est-ce qu'on acquiert le chiffre? Alors, revenons maintenant à notre époque.
de Platon. Eh bien, l'histoire du chiffre est ceci, c'est que, sans doute, on n'a pas tellement entendu ce que disait Platon, là, de ce côté-là. Mais il semblerait que ça ait eu plus d'écho, enfin, que ça ait rencontré quelque chose après Platon, là, comme ça, vers le côté de Babylone. C'est-à-dire que un siècle après, enfin, si on peut chiffrer les choses comme ça, admettons que ce fut en moins 300, Platon moins 400, très peu de temps après, à Babylone, on utilise les premières notations du rien, du vide, du point, du zéro. À Babylone, ce zéro est encore un point. Il n'est pas encore employé comme tel, il n'est pas encore acquis. Il faudra attendre presque un millénaire. Simplement pour que, en 600 après Jésus-Christ, les Indiens, cette fois-ci, inventent le zéro. Un petit rond, ils font, après avoir fait un point. Ça permet des progrès considérables en arithmétique. Et d'autre part, ça correspond à l'inscription de certaines données mystiques, le vide, la vacuité du bouddhisme. S'écrit, le bouddhisme, le Bouddha, qu'on appelle le solitaire, était contemporain de Socrate, Platon, enfin à peu près à cette époque. Son concept, l'acuité, s'écrit en 600 après Jésus-Christ simplement. Et c'est tout à fait au moment de Mahomet, c'est-à-dire que à ce moment-là, par ici, Mahomet, un Mahomet, Mao de l'époque, 570, 630, ce sont ces dates. Enfin, il est frappé comme ça, sans doute, par ces effets d'inscription en Inde du chiffre. Il l'acquiert et l'emploie. Enfin, l'islam, la société islamique va utiliser à ce moment-là le chiffre et la série des autres notations des unités, du nombre d'unités, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les chiffres arabes. Et ça, c'est donc en 600. Mais ici, donc, en 1000, on en est toujours au même point de n'avoir rien suivi de tout ça. Par exemple, en l'an 1000, nous pouvons noter l'histoire du moine français Gerbert d'Aurillac, qui est devenu pape en 999, c'est-à-dire donc au moment de l'an 1000, sous le nom de Sylvestre II. Eh bien, l'islam ayant diffusé, n'est-ce pas, surtout par l'Afrique du Nord, Gerbert, en Espagne, est initié aux mathématiques et à l'astronomie. À l'école des maîtres arabes, qui lui enseignent toutes leurs méthodes de calcul. Est-ce que Gerbert va pouvoir introduire, après qu'il revienne en Italie, qu'il soit désigné pape, est-ce qu'il va pouvoir transmettre cette capacité à compter avec le zéro, à compter sur le zéro, à tenir compte, comme on tient compte, du zéro, comme on tient ses comptes? Eh bien non, ça ne plaira pas tellement aux gens de l'Europe, dans le fond. Par exemple,
cite toujours Ifra. Évidemment, on en vint à murmurer que Gerbert fut alchimiste, sorcier, et qu'en allant goûter à la science des infidèles sarrasins, il avait sûrement dû vendre son âme à Lucifer. Grave accusation dont le savant homme a fait l'objet durant des siècles. Voilà ce que ça lui en a coûté. Il n'avait pas pu inspirer l'Europe à autre chose qu'au point qu'en 1648, l'autorité pontificale a jugé nécessaire de faire ouvrir le tombeau de Sylvestre II pour vérifier si les diables de l'enfer ne l'habitaient pas encore. Ou peut-être qu'ils se sont mis à chercher le zéro, ils ne sont pas venus trouver dans la tombe. Quoi qu'il en soit, enfin tout de même, en 1600, les mathématiciens utilisent le chiffre. Mais enfin, ça a fait un certain temps pour venir, pour apparaître là. Or, en 1600, si nous rassemblons donc cette tradition de la République, puis cette espèce de réinjection du Sinaï sur cette phase républicaine, l'Église du Vatican, donc en 1600, nous avons la Renaissance, l'Inquisition, la nouvelle arithmétique, évidemment, et Kepler, enfin les calculs astronomiques. Deux siècles plus tard, la Révolution française. Donc ça, c'est une histoire, c'est une perspective relative au zéro. Mettons qu'il s'agisse d'arithmétique. Notre nœud, ce fil, permet de montrer ce relief de l'histoire, comment s'acquièrent les choses, comment elles circulent. L'ordre de leurs effets, par exemple, c'est une arithmétique. Supposons que l'on puisse aussi y trouver quelque chose qui correspondrait à une sorte de géométrale après l'arithmétique. Géométrale parce que c'est comme ça qu'on appelle le point de regard, le point de subjectivité, comme l'issue, comme relatif, comme dans l'opposition d'une certaine topographie géométrale. Ce nouage ordonne un certain nombre de points de perspective subjective. Je m'explique. Au moment d'Athènes, sur le nombre, Platon atteste ne pouvoir mener le citoyen qu'à la place, si on peut dire, du souverain de la lumière. Il s'agit de la phase de la contemplation et nous avons pu le marquer comme ça. Le sujet noué, voire comme ce serpent d'Hermès, sur le 1. Par après, il y a une autre géométrale subjective, un autre point, une autre facture d'identification. Appelons-le ou inscrivons-le comme ceci. S,
virgule I. S1. Est-ce idéal? Si ça peut supporter la question est-ce idéal, c'est tout au moins ce que l'on peut retrouver dans le schéma optique de Lacan, c'est-à-dire la caverne améliorée par une certaine conception de l'État opérant de ce retour, de ce rabat du monothéisme du Sinaï sur la République athénienne, les uns et les autres étant rejeté la configuration de la Babylonie à l'Égypte. Nous verrons ça plus tard. Parce que notre troisième perspective serait celle où nous opérerions aujourd'hui, sujet de la lumière, c'est-à-dire ce sujet barré, ce sujet clivé du signifiant. Ça peut apparaître comme des notes abstraites, néanmoins, de même que ces étapes sur le zéro, sur le chiffre, nous voyons là les singularisations de phases de psychologie, de subjectivité géométrale, si on peut dire, sans oublier qu'une autre référence sera toujours à maintenir, qui est celle qu'on dit du dollar, enfin de l'argent, voire du semblant, qui aussi est fort connu depuis longtemps, mais entre de façon opérationnelle, collectivement, au moment, politiquement, dirions-nous, au moment de la Renaissance précisément. Car avant, il s'agissait du métal, de l'or, de la qualité du métal qui comptait dans les échanges, qui avait le poids, qui faisait le poids politique. Au moment de la Renaissance, le grand afflux qui vient d'Amérique du Sud, afflux de métaux précieux, déséquilibre tout le système de rapport sur la qualité du métal pour faire le poids politique, mais en même temps apparaît dans un monde où le relais peut être pris par le zéro de la monnaie, c'est-à-dire le billet de banque, et à ce moment-là, les effets économiques, politiques, voire nationaux de guerre, enfin, l'état de la guerre devient tributaire de l'argent, l'état du pouvoir aussi. Nous avons donc ici un certain nombre de facteurs, de fibres d'identification qu'il nous faut faire circuler comme ce qu'on appelle ces invariants dans le nœud pour trouver son espace, voir sa profondeur, voire définir sa qualité. Le père, devons-nous en parler secondement. Eh bien, laissons-le dans tout cela, puisque nous allons le saisir à l'aube de ce qu'on appelle la proto-histoire, nous allons le saisir au sortir du néolithique.
pour comprendre que ceci consiste, comme la logique, comme le trajet, comme la structure du père, il nous faut examiner ce qui précédait, c'est-à-dire maintenant plonger dans l'anthropologie la plus abyssale. Nous allons donc dégager notre troisième perspective, ouverte par cette configuration que le Père, témoin qu'on en fit religion, agençait une certaine structure, un certain nœud, cette perspective qui nous ouvre, si on peut dire, les portes des périodes antérieures à la paternité. Alors, si nous dessinons ce schéma, beaucoup plus réduit que tout à l'heure, pour marquer ici le début de notre ère chrétienne, et ici ce qui serait à dater du moins 5000, avec donc les 3000 de l'Égypte, puis la Babylonie, ensuite le Sinaï et Athènes. Nous pouvons donc maintenant explorer une couche plus profonde, antérieure, de moins 5000 à moins 10 000, qui correspond à ce qu'on appelle la période néolithique. Cette période néolithique, admettons, comme cela qu'elle s'achève par le culte de la grand-mère maternelle. Oh, ce serait une façon presque de caricature que d'employer, que de dater la fin de cette période par le culte de la grand-mère maternelle. Mais enfin, ça aurait été, si on peut dire, une façon de l'illustrer, la thèse la plus avancée de ce qui réside au moment du néolithique, à savoir des sociétés, appelons-les du matriclan. C'est un terme que j'emploie pour ne pas employer celui de matriarcat, matriarchie, ces arcs, ces arches, que seul, semble-t-il, le signifiant père autorise, non plus matrilinéaire, car c'est aussi le fil du chromosome Y, le fil père le père, qui permet de concevoir des sociétés patrilinéaires. Il n'y a pas de matriarchie, il n'y a pas de société matrilinéaire. Appelons-les matriclans, parce que le clan, c'est plus tard ce qui va être le terme employé par Durkheim, bien plus tard, après évidemment la Renaissance, puis la Révolution française, c'est-à-dire en 1900, le contemporain de Freud, qui est sociologue, qui ne parie que par le matriarcat, fonde les origines de la civilisation au niveau du clan. Freud, lui, ne concevra, on ne tiendra compte que du patriarcat. La différence des deux est assez intéressante pour qu'on puisse, ça puisse suggérer l'idée de les associer, par exemple en une association
psychanalytique, puisque l'association, c'est l'objet scientifique que définit Durkheim. Quoi qu'il en soit, ce double étage permet d'être signalé par cette ligne des moins 5000, selon lequel époque à laquelle, semble-t-il, l'humanité découvre le rôle du père dans la procréation. Découverte, dirait-on, de la paternité. Appelons-le ici le pari du père. Voici ici un livre qui s'appelle Au nom du père, de Jacques Dupuy, et historien qui fait référer son propos à Masson-Oursel et André Paragnac, rassemblant leurs formules ou leurs enseignements selon ceci, que les hommes primitifs ignoraient la paternité, ils ne soupçonnaient pas le principe de la procréation par l'union des sexes. Ainsi, Dupuy développe la thèse qu'il y a 6 ou 7 millénaires, les sociétés humaines les plus avancées découvrirent le rapport entre l'acte sexuel et la procréation. Cela les amena à prendre conscience de la paternité. Cette nouveauté les engagea insensiblement dans une révolution profonde qui transforma les structures sociales, les religions, les comportements sexuels. Mais le souvenir de cette révolution s'est effacé, à tel point que la connaissance de la paternité humaine est aujourd'hui considérée comme innée. Évidemment, c'est quelque chose qui est quelque peu étonnant de se reporter à imaginer à cette époque où donc les enfants auraient poussé de la mer comme les pommes d'un pommier, et que ces aventures qui seraient arrivées de temps en temps, comme ça aux femmes, auraient été provoquées, pourquoi pas, aurait pu-t-elle dire, par le fait d'avoir approché un rocher, un menhir, que justement ces rochers aient été l'occasion de certains sabbats. Je ne disais pas ça à l'époque, mais ça ne retirait rien au fait que la cause aurait pu être attribuée au rocher, à la pierre. Ceci correspondait aux sociétés maternelles, aux clans rassemblés autour de la mer, tandis que les hommes étaient sur les montagnes. Rappelez-vous Sargon. Nous comprenons mieux ce qu'il disait, donc. Là. Quoi qu'il en soit, en moins 5000 avant Jésus-Christ, l'humanité découvrirait la paternité et ça aurait pour effet, d'une part, la prédation sexuelle, par certaines conséquences, certains effets logiques, et d'autre part, le déclenchement des guerres. Or, c'est assez intéressant, puisque donc nous sommes ici, 2000
2000 ans après, avec des États constitués comme l'Égypte, comme la Babylonie, des États qui se défendent, des États qui rejettent à leurs frontières les éventuels pharaons qui viendraient réintroduire dans leurs coutumes, à la tête de leur État, des pratiques qui précisément les distinguent des autres, voire ce que j'ai appelé le mensonge d'État et l'État du mensonge. Parce que si ici il n'y a pas de tabou de l'inceste, pour le simple fait, et sans doute pour la simple cause, que l'inceste est repoussé, les hommes étant repoussés, et les fils avec. D'autant que comme tout animal touché par le transitivisme, ces fils se bagarrent s'ils rivalisent ou s'ils rencontrent leur dénominateur commun, c'est-à-dire ce point de focalisation qu'est la mère. Donc l'inceste est repoussé. Il se termine toujours en mauvaise affaire. Simplement, devient-il tabou en Égypte? Tandis qu'en Babylonie, il est sacré, au contraire. Ça en fait grande différence. Parce qu'en Babylonie, l'inceste se pratique, mère-fils, se pratique donc pour des opérations, si on peut dire, de divinisation de l'État. Il est opératoire en tant que sacralisé aux plus hautes dimensions, aux dimensions les plus élevées de la pratique de gouvernement des populations et des masses. Tandis qu'en Égypte, il semblerait qu'il soit tabou. C'est pour ça que Dupuy précise que le cas égyptien est singulier dans l'ensemble des peuples de la région, puisqu'il conserve encore certains aspects du comportement ou des constitutions du matriarcat. Pardonnez-moi, je corrige en disant du matriclan. Est-ce que M. Dupuy a raison? Et d'autres. Est-ce qu'il y avait donc ignorance du rôle du coït dans la procréation et de la cause paternelle dans les suites de ce coït? En tout cas, si je pose la question, Jacques Dupuy, lui, ne s'en pose pas tant à l'endroit de Freud. Après un paragraphe, c'est-à-dire que au nom du père, de près de 300 pages, traite en 15 lignes de Freud, et le paragraphe s'achève en disant qu'il convient donc d'écarter définitivement la romantique théorie de Freud. Il y a 30 lignes suivantes où le même sort rejette Claude Lévi-Strauss. Ce que
puis situe à la place de Freud. Car en effet, il y a quelque chose à réviser de Freud, qui ne parle jamais de cette phase maternelle. Le meurtre du père peut peut-être se situer avant. Avant, il s'agit de ce qu'on appelle le paléolithique. Qu'est-ce que... Enfin, Dupuis ne fait pas une critique, il ne révise pas Freud, il l'élimine, et il met à la place cette démonstration. Tentant de justifier, d'expliquer la raison du savoir acquis du rôle du père dans la procréation. C'est-à-dire, je le cite, les premiers hommes qui prirent conscience du principe de la procréation ne purent le faire dans un contexte permettant le contrôle de la sexualité, puisque la défloration des filles dès le plus jeune âge et leur rapport constant avec les garçons interdisaient toute observation précise à cet égard. C'est probablement assez juste. Selon Dupuis, cependant, il dit, c'est lorsque les animaux furent gardés en captivité qu'il devint rapidement évident que l'on ne pouvait tuer préférentiellement les mâles pour conserver seulement les femelles, puisque celles-ci devenaient alors stériles. C'est à partir de telles expériences que put s'amorcer une réflexion aboutissant progressivement à l'idée de paternité. Ceci veut dire que l'historien, anthropologue, historien, mythologue, attribue à la période du matriclan la capacité de conclure des observations scientifiques. Examen du sort des troupeaux lorsque les femelles sont séparées des mâles. Très rapidement, de façon lapidaire, on pourrait en résoudre, livrer Dupuis au sort qu'il démontre là, à savoir qu'il s'agirait d'une science sans conscience. Il est possible, il est probable, il faut bien croire que la connaissance du rôle du père dans la procréation était acquise. Seulement, précisément avec Freud, nous savons très bien que l'on peut savoir les choses sans le savoir. Le rôle du père dans l'inconscient est quelque chose que l'on peut exploiter. Aujourd'hui, où nous retrouvons ces époques très primitives.
il nous faut examiner les choses peut-être encore plus généralement, plus profondément. Ceci correspond à la fin d'une glaciation. Nous allons reprendre le schéma d'une autre façon. Considérons les choses de façon encore plus éloignée, plus distante de l'histoire, c'est-à-dire en situant le tortillon d'Akhénaton, si on peut dire, enfin du verre ici, et moins 10 000, voici la période dite du néolithique. Elle est précédée 20 000, 30 000, 35 000 par la période du paléolithique que l'on dit récent. Cette période elle-même étant précédée du paléolithique moyen jusqu'à 80 000, pardon, jusqu'à 80 000 ans. Qu'est-ce qui les distingue? Eh bien, notons d'abord des petits points particuliers. C'est que ici apparaissent les sépultures. Et ici apparaîtrait ce qu'on pourrait appeler l'art. Entre les deux, nous avons là cet Homo sapiens, mais que l'on dit sapiens deux fois, sapiens sapiens, parce que on soupçonne enfin qu'on puisse le référer à des origines antérieures. En tout cas, cette période-là correspond à l'extinction d'un pré-homme, enfin, ou d'un sapiens, et à l'extinction du néandertal. Extinction assez rapide. Moins 35 000 ans. Pourquoi descendre aussi loin dans l'histoire? Eh bien, allons-y encore, nous verrons ce que nous y trouverons. C'est-à-dire que d'ici, nous pouvons replier comme un maître pliant, des périodes qui ici font 100 000 ans, 200 000, 300 000, 400 000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ici nous avons 1 million d'années. Et on peut toujours redoubler la chose, ce qui fait un long moment, pour dessiner 2 millions d'années. Et pourtant, nous en serions encore loin, par exemple, de l'Australopithèque, qui s'originerait à 4 millions d'années. On dit que c'est la première femme, enfin, qu'on ait retrouvée, squelette. Lucie, on l'a appelée, fort petite. En tout cas, nous trouvons
À partir de 2 millions d'années, toute cette période est occupée par celui qu'on appelle l'Homo habilis. Il durerait jusqu'à l'Homo sapiens, quelque chose comme ça. Enfin, toute cette période, nous aurions l'Homo habilis. Jusqu'à plus distinct encore avec l'Homo erectus. Or, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'Homo erectus apparaît, enfin à ce moment-là, apparaît d'une part le feu, et puis quelque chose d'assez particulier qui correspond à une modification importante de la gorge, du larynx, c'est-à-dire la descente du larynx par rapport à la boîte crânienne. Modification anatomique progressive qui entraîne certains effets. Ici, à part, nous pouvons faire, par exemple, le schéma de larynx primitif, où, si on peut dire, l'œsophage sans bouche dans ce qui s'appelle la bouche, enfin, pour laisser les liquides aériens issus des fosses nasales opérer encore pour laisser la libre circulation de l'air, tandis que la déglutition est possible. À partir de l'Homo erectus, le larynx descend progressivement, simplement à partir de jusqu'à ce qu'on va appeler l'Homo sapiens ici. C'est-à-dire à ce moment-là que les deux parties digestives, si on peut dire, de la gorge ne sont plus embouchées de telle sorte qu'il va falloir un système de clapet fermant les ouvertures aériennes pour que la déglutition puisse se faire. Eh bien, cette différence, cette descente du larynx occasionne un premier phénomène, c'est d'occasionner ici, libérer ici un volume qui n'existe pas là, où par exemple cette paroi antérieure peut entrer en résonance avec la paroi postérieure, les cordes vocales sont plus bas, mais libérer un volume qui démultiplie, voire surmultiplie les capacités de vocalisation. C'est une chose qui permet de considérer ce qu'on appelle l'Homo sapiens, qui à partir de ce moment-là, constitue à partir de ce moment-là, pas seulement sur l'organisation de la pharo-laryngée, mais sur d'autres capacités ou de comportements sociaux. Mais cet Homo sapiens, seulement à partir de ce moment-là, l'hominidé acquiert le tractus vocal moderne. Quel intérêt prenons-nous à examiner cela?
d'abord, une première chose, c'est que cette évolution que l'on voit ici, longue de 1 million d'années, cette évolution se situe, existe. La phylogénèse nous a habitués à ces genres de rassemblements. Cette évolution existe en quelques mois chez chacun des enfants humains. C'est-à-dire que le bébé, le nouveau-né, le nourrisson, a cette organisation archaïque de la gorge. Ce n'est que en quelques mois, en grandissant, voire quelques années, qu'il acquiert la capacité phonatoire de l'adulte. Il s'agit donc de quelque chose qui correspond autant à l'histoire de l'humanité qu'à l'histoire de l'humain individuel. C'est assez intéressant. D'autre part, nous avons fait par exemple un exercice sur une vidéo qui s'appelait la fonction de l'organe, où nous avons montré que certaines topologies, c'est ce dont il s'agit, anatomiques, certaines anamorphoses touchées par des points qu'on appelle le catastrophe en mathématiques ou dans la science de la forme, qui font que seule la topologie peut rendre compte de leurs différences, tout au moins dans la structure nerveuse, que donc certaines différences ou certains états topologiques du corps, de l'anatomie, correspondent à des structures nerveuses hautes, à des traitements nerveux particuliers. Et qu'un des points essentiels de cette différence anatomique, cette fois-ci pas tellement, pas toujours, dans l'ordre de la croissance de l'humanité ou de l'humain, mais différence anatomique entre les hommes et les femmes, différence topologique entre les hommes et les femmes, différence sexuelle, topologique, est traitée d'une certaine façon précisément par le biais, par l'office du langage. Et en ceci que le langage est capable, entre eux deux, de porter ce que leur représentation n'advienne pas à comporter ou à figurer. Tout cela est donc traité dans cette vidéo, dans ce travail appelé la fonction de l'organe. Mais déjà ici, ou à ce moment-là, nous pouvons comprendre ou saisir que cet avantage acquis de la capacité phonatoire, ou aussi bien cet avantage acquis dans l'humanité par les effets probablement de la station verticale, quoi qu'il en soit, donc parce qu'il touche le langage, qu'ici, à partir du sapiens, à partir du tractus vocal de l'homme moderne, alors la voix, le langage, la parole, enfin, le langage, la phonation, va être entre les divers membres du clan propre à comporter un certain savoir sur la sexualité. C'est-à-dire en fin de compte aussi bien sur la connaissance, parce que la sexualité c'est vraiment la connaissance parmi toutes les connaissances, puisqu'il s'agit donc de celle de la vie et de la mort, de l'individu et de l'espèce.
Voilà pourquoi ces considérations sont intéressantes à prendre de ces périodes, à partir de ces périodes extrêmement antiques. Quoi qu'il en soit, à partir donc de moins 80 000, nous voyons apparaître les premiers traitements des défunts. C'est le paléolithique moyen, puis ce paléolithique récent avec l'art, ce qu'on appelle l'Homo sapiens sapiens, la représentation imagée, pourquoi pas l'âge de la caverne. Et voilà seulement, pour une très brève période par rapport à tout cela, ce qu'on appelle, après une glaciation, je crois l'île de Burn, qui apparaît donc comme l'époque, l'âge du matriclan. Il nous faut donc rassembler le fait que nous puissions comprendre cela dans la structure opératoire de ce petit tortillon-là. Voici où nous sommes aujourd'hui, tout près de l'an 2000, c'est-à-dire encore pas très loin de tout cela. Concernant le langage, c'est un aparté. Mais il conviendrait de prendre note qu'un certain chef de gare appelé Bernard Brisset, Jean-Pierre Brisset, qui n'était pas psychiatre, mais qui était considéré par les psychiatres comme un fou paranoïaque, parce qu'il avait une certaine façon de traiter du langage. Enfin, cet homme-là disait que les humains descendaient des grenouilles, parce que, enfin, il avait remarqué que les grenouilles avaient la tête enfoncée dans le cou. Il pensait que les grenouilles étaient un petit peu comme ça. Et Jean-Pierre Brisset avait trouvé dans le langage précisément ces structures. Enfin, des structures dans le langage qui lui donnaient intuition, voire force de croire, que les époques primitives du langage étaient à rapporter déjà à cette structure, c'est-à-dire à cette période-là. Et sans doute on sexait déjà à cette période-là. C'est-à-dire que la représentation collective, la représentation comportementale ou la prise en compte comportementale de l'opération par le père, par le mâle, était peut-être quelque peu inscrite. Ce qui voudrait dire qu'il y en aurait eu le savoir ici. Pourquoi pas inconscient? Ça aurait précisément expliqué que cette époque fut celle de ce qu'on appelait de la magie, dont on garde encore, heureusement, la science. Pourquoi pas? Puisque nous sommes sur le point de dire aujourd'hui que la science n'existe pas encore. Au moment où elle va acquérir
en tant que science humaine, le zéro, c'est-à-dire les effets de la signification du pari du père dans le champ du chiffre. Nous pouvons donc retrouver de façon plus éclairée ce que nous avons appelé la circonstance occidentale. Certains points, comme le fosterage, c'est-à-dire le départ d'Amenophis IV, son initiation en Babylonie, le mythe de Sargon, pourquoi il le reprend au moment où il quitte de nouveau l'Égypte, plus loin, à Délos, la question d'Artémis et la Crète, les Crétois pré-helléniques, on appelait au demeurant les Galles, les prêtres de la déesse phrygienne, dont la République porte le bonnet. Prêtres castrés. Dont nous pouvons trouver quelques motifs antécédents là où j'ai écrit magie. Au-dessus, je voudrais produire une autre représentation de ces distinctions ici de Babylone, de l'Égypte, du Sinaï. Autre distinction concernant les issues de cette phase que l'on retrouve dans la psychologie individuelle, par la psychanalyse. Issue qui se compose de deux alternatives. Au moment où l'inceste n'est pas tabou puisqu'il n'est pas concevable. Ici, les deux alternatives se partagent. D'une part, avons-nous dit, dans le mensonge d'État, ici, en Égypte, il y a le tabou sexuel, le tabou de l'inceste. Et l'état de mensonge où l'inceste est sacré. L'inceste mère-fils n'a pas lieu, sauf dans les sanctuaires, dans les temples, pour produire les effets des prêtres. C'est ce qu'aurait appris le jeune Amenophis IV, qui serait revenu à son pays avec tout son bagage concernant la démocratie,
concernant l'inceste. Enfin, il devait être très content de s'appeler Akhenaton à ce moment-là. Puis il aurait appris autre chose. Voir à qui, au moment où il était encore, à son retour, par les Hébreux, il se serait appelé Moïse, puis Oedipe. Bon, nous savons ça. De ce partage, pour expliquer que si quelques actes, si quelques coutumes de ce pays tel la Babylonie faisaient horreur en Égypte, or si c'était un pharaon, il fallait bien on s'en débarrassait avec difficulté si c'était le pharaon qui avait l'intention d'amener ces dites coutumes. Quoi qu'il en soit, il a été rejeté. Enfin, on peut comprendre l'intention du clergé d'Ammon de rejeter à la frontière du pays et de l'exposer pour signer son échec, de l'exposer donc à la frontière. En employant le mensonge à l'occasion, en mettant des thèses, des théories selon laquelle, comme on ne le trouverait nulle part, il aurait donc été tué, et ainsi de suite. Et donc ce serait un grand homme, on peut toujours admettre ça de la part d'un pharaon égyptien, ça ne fait pas de mal, et il aurait été tué d'ailleurs au demeurant par les Hébreux, par les Égyptiens. Mais Ammon en serait sorti avec la preuve de sa puissance. Enfin, si ici il y avait le tabou, si ici la sacralisation de l'inceste, dans ces sociétés de patriarches, Durkheim appelle cela des sociétés monarchiques, peut-être. Il s'agit là du clan, de la monarchie et de la démocratie. Ici, nous en serions pour, si on peut dire, l'interdit de l'inceste, plutôt que le tabou, la différence du tabou et du sacré. C'est une question de structure qui est tout de même assez intéressante pour, en tout cas, étayer, là aussi, certaines distinctions de ce qu'on aurait appelé par là le matriclant et ses effets, en effet, même à l'image que s'en fut l'inverse avec les pères héroïques de la Babylonie. Puisque l'inceste est sacré, il s'agissait d'une pure subsistance du matriclant. Ici, ce qu'on appellerait le patriarcat, et plus loin, ce qu'on appellerait une fonction du patronyme, du nom. Et nous retrouvons ces deux capacités distinctives, opératoires, dans la nomination, situant l'état d'aujourd'hui qui est en passe de devenir celui d'aujourd'hui, le temps qu'on l'attende. Je n'en dirai pas beaucoup plus, mais concernant M. Dupuy, il est intéressant de remarquer
que son hypothèse de constitution de la science, enfin qu'il y aurait eu une science, ce serait pas par l'observation des animaux domestiques que l'idée de la paternité se serait acquise. Dupuy donc manque à lui-même, si sur des choses beaucoup plus simples, un autre paragraphe, en même temps, dit-il, que les femmes s'affirmaient comme les principaux agents de la vie religieuse, l'efficacité de la culture des plantes ne dépendait en rien d'une agronomie scientifique, mais d'une magie dont les femmes étaient les médiatrices exclusives. Enfin, il s'agit d'un débat, là encore, sur la voie d'avenue de ce savoir, avant que nous en soyons sur la voie des effets de cette avenue. Nous pourrons encore rapporter ceci, qui a donné à Madame Amado Lévy-Valency son intuition qui lui a permis d'écrire un livre sur Freud et Moïse, le Moïse de Freud. Ce qu'elle note dans le Zohar est ceci. Un père nous a fait naître, disent les filles de Jéthro. Et Rabbi a dit, les filles de Jéthro ont été touchées en ce moment par l'Esprit Saint et elles parlaient sans comprendre elles-mêmes la portée de leurs paroles. C'est-à-dire que les femmes peuvent très bien parler sans le savoir. Les hommes sont dans la montagne. Mais ce savoir peut bien se tenir là. Et évidemment, enfin, j'ai un peu modifié les choses. C'est pas un père qui nous a fait naître, c'est un Égyptien qui nous a délivrés, disent les filles de Jéthro, pour que le rabbin puisse dire que l'Esprit Saint les avait touchées et elles parlaient sans comprendre elles-mêmes la portée de leurs paroles. C'est peut-être un peu la même chose. C'est pour ça que ça serait intéressant, doublement intéressant. Maintenant, pour terminer rapidement, souvenons-nous que si, ici, nous pouvons marquer le pari du Père, là, cette sortie du néolithique, pari du Père. Lacan l'indique qui perdure, de perte pure. S'il s'agit du pari du Père, au pire, les mythologiens, et pourquoi pas les Érinies, vous voyez cela, ça s'appelle les furies, qui reviennent sur qui sont encore touchés, qui reviennent à rebours, en régression, sur le culte de la mer. Mais on peut faire le pari du Père au pur.
là, l'islam. Ces temps-ci, islam tous les jours. En 1900, il est question de parier du père au porc, avec un E. Parce que si vous lisez les méditations les plus profondes, par exemple de Durkheim, enfin des sociologues de cette époque-là, le Kanta, lorsque je parle à l'occasion de ce que Freud instaure comme monde par trou, eh bien, Durkheim s'y accorde. Le murmurant, si on peut dire, pour lui, ces trous, ce sont des pores. Ça correspond au quantum de physique, enfin, à l'époque, on parlait des pores. Il y avait une civilisation poreuse. La sociologie cherchait les pores. Ça faisait cause. Toujours cette fonction du vide, la question du zéro. Oui, on peut peut-être parier du père au par. Pas forcément par si elle. Ah, si elle. Enfin, c'est déjà dit ça. Peut-être par le pour. Ça donnerait une petite idée de la charité. Qui est tout de même quelque chose qui fait bien dans la civilisation, la fraternité. À quel atome? Un frère, dit-on.